En 2005, on a organisé un congrès, le futur des sciences au Futuroscope, qui a permis d'ouvrir, de faire venir beaucoup de prix Nobel à Poitiers, qui sont quand même une reconnaissance des scientifiques. Donc ça, c'est quand même important aujourd'hui qu'on estime plus les scientifiques. Et puis ensuite, vous voyez sur ce schéma, il y a effectivement le poisson. Alors effectivement, j'étais un grand précurseur des oméga 3 pour le cœur. Il y a 10 ans, quand vous me rencontriez, je vous disais il faut manger du poisson pour le cœur. Il n'y a plus de problème aujourd'hui. Et puis d'un seul coup, je suis passé quelque chose, vous voyez, à droite, ces gélules qui contiennent, j'allais dire, les oméga 3. Donc voilà. Et puis je me suis retrouvé un peu, pas emprisonné, mais convoqué par des agences qui sont l'AFSA, qui m'ont nommé expert. Bon, je ne savais pas que j'étais un expert. Et puis qui m'ont demandé d'essayer de comprendre quel était le risque, où il y avait des risques dans les sciences, pour pouvoir l'analyser. Alors donc, quelque part, effectivement, on peut analyser le risque, on peut réfléchir à ça. Et puis, moi, je venais d'un domaine du médicament et santé. Et puis, tout doucement, je me suis aperçu que les aliments aussi étaient avant les médicaments et que, je crois qu'il y a, je n'ai pas une citation, mais l'alimentation est notre première médecine. Enfin, c'est, voilà, Hippocrate. Et puis, alors aujourd'hui, je voulais vous parler, il y a beaucoup, c'est complètement un petit peu, c'est un petit peu nouveau. Cette interaction entre aliments, médicaments, je crois qu'on va dans le côté santé, dans le côté bien-être. Et puis, je voulais vous parler du principe de précaution, puisque c'est un petit peu ça qui nous casse les pieds aujourd'hui. D'accord ? C'est l'analyse du risque, la gestion du risque. Alors, la gestion du risque, c'est pas moi qui l'a fait, mais il y a des personnes qui s'en occupent. Et puis, je voulais qu'on revoie ensemble, avec justement le principe de précaution, comment on peut réfléchir à tout ce domaine-là. Donc, j'ai essayé de vous le disséquer aujourd'hui, et puis de vous livrer quelques réflexions. Et puis, je crois que vous aurez de nombreuses réflexions sur ce sujet. En regardant un petit peu qu'est-ce qui se passait sur le principe de précaution, j'ai été un petit peu voir comme je l'enseigne à Poitiers. On a des outils merveilleux avec Google et Internet, donc on s'en sert. Donc, vous voyez Grippa. Alors, ce matin, dans le Midi Libre, beaucoup d'informations sur la Grippa, dans tous les sens. Des experts qui parlent, tout le monde parle, on ne sait pas ce qui se passe. Donc là, je citais quelque chose, le principe de précaution nous ramène au Moyen-Âge. Bon, c'est un peu curieux. Au Moyen-Âge, on brûlait les sorcières, c'est ce que vous m'avez dit hier, c'est ce que on brûlait Jeanne d'Arc, il y avait plein de choses comme ça. Alors je voulais quand même vous dire que la personne qui dit ça était directeur des hôpitaux, vous voyez comme c'est important, était co-directeur de l'école Pasteur, donc quelqu'un qui un petit peu curieux avec ce principe de précaution. Ensuite, dans la Provence, là, c'est la fermeture d'un collège. Donc, d'un seul coup, l'auto-application du principe de précaution. Donc là, c'est encore un autre concept. C'est curieux. Et puis, là, on revient sur Terre. Moi, j'ai toujours été baigné dans l'industrie, dans l'économie, des choses comme ça. Là, vous voyez une réponse au principe de précaution. C'est les assurances Assureland. Voilà, les assureurs qui vous disent, assurez-vous. Voilà. Donc, on peut en prendre plein comme ça. Et puis, alors, qu'est-ce qu'on ressent dans le principe de précaution ? C'est quand même le sang en France, c'est quand même le sang contaminé, l'ESB, la vache folle, l'hormone de croissance. C'est aujourd'hui en Europe les OGM. Et j'allais dire, mais qu'est-ce que ça veut dire la précaution, c'est quoi ? Est-ce qu'on accepte les risques ? On ne veut plus les accepter ? Le risque zéro, donc on peut discuter de tout ça. Alors bon, on va essayer de revisiter un petit peu ce principe de précaution. Donc il vient de... je ne suis pas un expert du principe de précaution, mais c'était l'inoculation de la petite variole par d'Alembert en 1760 qui a montré qu'il y avait un moins grand risque d'inoculer cette petite variole que d'attendre de mourir de la vérole naturelle. Mais donc c'était déjà quelque chose, sans connaître le risque. Le risque, c'était quand même une bactérie, donc on ne connaissait pas le risque, ce qui enclenchait le risque, et quand même on a géré avec ce principe. Et puis, effectivement, je vais citer quand même des choses d'Auguste Comte, science
d'où prévoyance, prévoyance d'où action. Donc j'aime bien cette chose parce qu'on va vers l'action. Alors avec les prix Nobel, c'était science sans conscience, très classique, hein, n'est que rime que là. Mais là, je voudrais insister sur l'action. Et je crois qu'aujourd'hui, on a oublié complètement l'action. Alors l'action, quand on regarde un petit peu tout ça, en 1920, on crée un ministère de l'hygiène, de la prévoyance sociale, donc on est extrêmement dans l'action. Je crois qu'on a fait de grandes avancées de dispositifs de prévention, des dispensaires pédiatriques, on reconnaît les maladies professionnelles, on apporte des assurances sociales. Donc voilà, le principe, on commence à l'appliquer, donc surtout en santé, en alimentation. Et puis après, ce principe de précaution revient en 1992, mais uniquement appliqué à l'environnement. Donc c'est la conférence de Rio. Donc là, effectivement, c'est ce qu'on parle aujourd'hui. Donc voilà comment ça se passe. Pratiquement, il est déjà inscrit au niveau de l'Europe, la Constitution européenne, avec Maastricht et des actions préventives. En France, il arrive effectivement dans la loi Barnier, qui est quand même quelque chose qui a été apporté par le président Chirac. Donc, alors, ce qui est important, c'est qu'en situation de risque, donc là, on parle d'hypothèse non infirmée, et on doit la tenir provisoirement. Alors, provisoirement, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on va réévaluer en permanence pour valable, même si elle n'est pas formellement démontrée. Donc je crois que c'est assez important ce texte. Et ça veut dire qu'il faut, pour celui qui va apporter des risques, apporter la preuve qu'il n'y a pas de risque. Donc c'est ce que je vous ai mis en dessous. Alors, principe de précaution, médical, environnement, et puis gestion du risque. Alors c'est quoi ? Le principe de précaution, c'est quelque chose qui est un risque possible ou connu. Donc on essaie de chercher la preuve de l'absence du risque. Donc c'est un peu ce qui se passe dans le médicament. Donc ensuite, la gestion, on fait de la prévention, on fait du rationnel, on fait du travail, des dossiers d'AMM extrêmement importants. Et qu'est-ce qui est important, c'est que dans le principe de précaution, c'est quand même quelque chose qui doit éviter des dommages graves et irréversibles. Donc grave et irréversible, donc si ce n'est pas très grave et si c'est réversible, le principe de précaution ne s'applique pas à ça. Alors effectivement, la différence qu'on peut avoir dans le médical, c'est qu'il y a un coût économiquement acceptable. Donc l'économie arrive là-dedans, donc vous verrez après, on va revenir un petit peu. En Europe, on n'a pas cette notion d'économie, alors que la notion anglo-saxonne là. Et là, on part dans la précaution. Et au lieu d'être rationnel, on part dans le probable. Donc l'hypothèse, comme je vous avais dit dans la loi Barnier, n'est pas encore démontrée. On n'est pas... Alors, c'est pour ça. Alors, culture de la précaution, alors je crois que tout le monde l'a, mais il est dans un contexte d'incertitude scientifique extrêmement difficile à manipuler. Je veux dire, l'incertitude scientifique... Voilà, donc, et on va opposer à cette incertitude une approche de précaution. Alors, l'approche canadienne, qui reflète un petit peu, qui est facile pour vous à aller chercher ici, c'est que plus l'incertitude est grande, c'est sur le schéma de droite, plus l'incertitude est grande, plus le préjudice est grand, et à ce moment-là, dans le carré qui est à l'extrême droite, se situent les questions qu'on doit s'interroger, enfin les questions environnementales, vous ne les voyez pas, mais où le principe de précaution s'applique. Et là, vous voyez, c'est quand même quelque chose où on a laissé l'approche de précaution et le principe de précaution. L'approche est vraiment anglo-saxonne. Le principe, c'est quelque chose qui est plutôt européen dans les textes. Alors, en Europe, ça y est, on est arrivé avec ce principe de précaution. 3 principes. Évaluation scientifique aussi complète que possible. Pourquoi ? Pour essayer de voir quel est le niveau de preuve, de comprendre le degré d'incertitude scientifique. Ce n'est pas évident. C'est extrêmement difficile de tout connaître. Donc voilà. Donc là, on fait appel non pas à un expert, mais à des dizaines, le maximum d'experts possibles, des scientifiques qui, effectivement, vont avoir une indépendance, voilà, plein de qualités, un aspect éthique, aussi bien médecin, pharmacien, que tout est possible. Bon, effectivement, on ne peut pas tous être scientifiques. Je pense
au pair, effectivement. Vous pouvez aussi être scientifique. Et puis ensuite, la deuxième chose, c'est que les décisions d'action, les décisions d'agir, il faut que j'appuie là-dessus, les décisions d'agir se font après une évaluation du risque. Donc c'est là où on intervient, on analyse le risque. Et cette évaluation du risque, avec les conséquences potentielles, donc effectivement, on se place là dans un futur où on imagine. Alors c'est effectivement assez difficile à réaliser. Par contre, dans la Constitution européenne, on doit avoir la plus grande transparence pour les parties concernées. Alors là, je crois que là, on n'est pas tout à fait dans ces principes-là. La transparence, elle n'est pas toujours comme on la voudrait. Je dirais à l'AFSA, on milite pour qu'il y ait l'utilisation d'Internet et que tous les rapports qui soient sur Internet. Donc ça, c'est ma façon de voir. La transparence, c'est comme ça qu'on la voit. Tout le monde doit avoir accès à l'information. Voilà, les 3 grands principes. Et ensuite, la bonne gestion. Quelles mesures on va prendre, quelle action on va prendre. Alors effectivement, on tient compte de la proportionnalité entre les mesures et le niveau de protection que l'on souhaite. Alors quel niveau de protection on souhaite? Là, c'est la GRIPA aujourd'hui. Non-discrimination vis-à-vis de tous les acteurs qui vont être impliqués dans cette gestion des risques. Surtout avoir aussi une cohérence des mesures. Alors cohérence, ça veut dire quoi? Là, c'est là qu'intervient l'histoire, c'est-à-dire on apprend. En science, on apprend par l'expérience, on fait une expérience, on apprend, et ensuite on en déduit, on a des conclusions, et ensuite on recommence, et c'est comme ça qu'on a bâti notre savoir. Donc c'est quand même important d'être cohérent avec ce que l'on a fait et avec ce que l'on va faire. Donc là, la cohérence n'est pas toujours en mesure. Donc il n'y a pas de mémoire, alors je dirais des politiques, des choses comme ça. Voilà. Maintenant, les avantages dans l'action, quels sont? Voilà, charge, décharge, voilà, action ou non-action. Donc ça, c'est un niveau politique. Heureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'évolution dans ces lois. C'est les associations de consommateurs qui peuvent saisir les agences, c'est-à-dire peuvent entraîner à l'action. C'est extrêmement important. Donc, tout ça est appliqué quelque part avec la charge de la preuve, c'est-à-dire on va essayer d'apporter les preuves du risque avant. Donc ça, c'est le médicament. Les pesticides, vous voyez que on ne peut pas évaluer tous les risques qui sont utilisés par les pesticides. Alors juste un petit mot sur les pesticides. Vous allez voir après, il y a une notion de dose. Le risque, c'est fonction de la dose. Donc, effectivement, dans les pesticides, on est parti dans des doses tellement monstrueuses qu'effectivement, on a atteint le risque, on a touché le risque. Donc, il y a un risque qui est graduel aussi selon les doses. Donc, ça, c'est important. Et puis, moi, je suis quand même dans un comité qui est sur des additifs. Les additifs, c'est quelque chose qui est controversé à l'heure actuelle parce qu'on ne sait pas, quand on met plusieurs additifs ensemble, on ne sait pas trop les évaluer. Mais c'est quelque chose où on a une évaluation qui utilise un petit peu des éléments pharmacologiques, des éléments toxicologiques. Alors, effectivement, on utilise des rats. Alors, c'est important puisque quand on voit aujourd'hui dans le rat toute la toxicité qu'il y a au niveau de la rate qui alimente son petit raton, donc là, effectivement, on peut, en fonction des doses, voir s'il y a des changements chez ces animaux, chez cette physiologie. Donc, c'est quand même déjà des premiers indicatifs du risque, d'identifier le risque. Et puis vous avez REACH. REACH, alors effectivement, c'est une approche sur les produits chimiques parce que on n'a pas toujours évalué le risque. Des fois, on n'a aucune information toxicologique. Donc là, le principe que nous, scientifiques, on veut, c'est qu'on ait des substances où il y a des éléments de risque caractérisés. D'accord? Et savoir quelle est l'exposition que l'on va faire, c'est-à-dire après, toutes les substances, c'est une question d'exposition. Alors, il y a pour les médecins, donc effectivement, dans le serment d'Hippocrate, la notion de principe de précaution est déjà là. Je m'abstiendrai de toute intervention malfaisante et inutile. Voilà. On revient un petit peu au choléra et aux consommateurs de la Tamise, où il y a un principe de précaution qui a été effectivement très bien fait en absence de risque.
Par contre, je vous donnerai ça, c'est l'élément intéressant du principe de précaution. L'amiante, je vous rappelle quand même, le premier décès est apparu en 1885. L'interdiction de l'amiante dans l'industrie, 1996. Donc vous voyez que là, il y a quand même un petit problème. Hein. Pouvoir cancérigène, là, j'allais dire, ça c'est la toxico, est en 1977, mais si on ne recherche pas le pouvoir cancérigène, on ne va pas le trouver. Donc ça, c'est des éléments... voilà. Donc ça doit entraîner à l'action. Donc un siècle pour arriver à ça, on peut peut-être aller un petit peu plus vite. Voilà. Alors il y a quand même des bons éléments. Un rapport de Philippe Kouriski et Geneviève Vinet au Premier ministre en 1999. Alors, en 1999, je ne m'occupais pas de risque du tout. Alors, il y a quelque chose qui est une approche dans le doute, abstiens-toi. Mais moi, je dirais dans le doute, mets en œuvre tout ce qu'il faut pour agir au mieux. C'est-à-dire, voilà, on doit être dans l'action, on ne doit pas être... alors, je suis désolé, on doit être aussi dans l'action et dans la réflexion. Donc, j'associe les philosophes que j'ai beaucoup apprécié de rencontrer ici. Les scientifiques auront... Alors, ce qui avait été dit, c'est que les scientifiques auront à s'investir plus avant dans l'expertise. Donc, ça y est, j'y suis, je comprends, en 1999. Et le dialogue public. Alors, le dialogue public, aujourd'hui, je suis avec vous. Donc, c'est bien, je peux parler. Mais je ne vous parle pas sous un angle d'expert AFSA. Parce que quand je prends cette étiquette d'expert AFSA, je vous parle sous l'angle de Jean-Michel Mexan. Voilà, c'est tout. Donc, mais je garde mon indépendance et je peux m'exprimer librement. Donc, le droit à l'information, ça c'est important. Et des contrats sociaux ont été un petit peu oubliés, tout ça. Alors, le droit à l'information du public, c'est ce qu'on avait déjà fait en 2005, c'est-à-dire la science, ça doit être pour tous. Et comme l'a bien fait Philippe, là, ce matin, a expliqué très très bien le principe des oméga 3 et des oméga 6, mieux que moi, pratiquement. Voilà, et dans le cerveau. Alors, les recommandations de l'époque étaient une agence d'expertise scientifique et technique. Alors, je voudrais qu'on peut lancer ce débat. Et puis, quelque chose qui manque aujourd'hui, une agence de presse scientifique. Presse scientifique, ça veut dire que c'est une expertise collective, c'est-à-dire des gens vont d'abord, comme on le fait aujourd'hui, débattre, réfléchir, et après vont accoucher quelque chose d'un bébé unique. Il est comme il n'est pas parfait, mais bon, au moins, on a eu la réflexion et on peut aboutir à quelque chose qui est peut-être plus solide que des avis individuels. Donc ça, c'est ce qui se passe à l'AFSA, dans les agences où il y a des expertises collectives. Ça, c'est important, l'expertise collective. Donc voilà, donc tout ça n'est pas créé. Je ne sais pas si c'est bon de le créer, mais je vous le soumets. Au niveau international, effectivement, là, c'est encore plus important. Un organisme d'expertise international, puisqu'il faut quand même coordonner un petit peu tout ce monde-là. Et surtout, des systèmes d'alerte et de gestion de crise internationale. Alors là, je ne sais pas comment il faut les utiliser, mais ça fait partie d'une réflexion qu'on doit mener le plus largement possible. Alors bon, les 10 commandements, donc le risque, on le cherche, on l'évalue, on le gradue, on le met sur une échelle de 0 à 10, c'est relativement facile. Bon, quand on ne connaît pas, c'est difficile à faire, donc on est attentif à ce qui va se passer. On le fait de manière comparative, donc on peut comparer tous les risques, donc ça c'est une science du risque. L'analyse économique, ça c'est les anglo-saxons qui ont toujours un pendant économique, mais bon, en Europe, la vie n'a pas de prix, donc je crois que c'est... Voilà, il faut méditer là-dessus. Bon, je vous ai plaidé pour des structures d'évaluation indépendantes. C'est pas évident, indépendante de la politique, c'est pas évident. Donc je crois que par exemple à Poitiers, on a une structure d'évaluation indépendante qui dépend que de nous, voilà déjà, mais au moins on a rassemblé pendant 7 week-ends dans l'année 15 personnes qui travaillent et qui réfléchissent ensemble de manière conviviale. L'incertitude, c'est la recherche, ça c'est notre passion de la recherche. S'il n'y avait pas d'incertitude, on ne la ferait pas. Les décisions de sécurité, effectivement, efficacité, cohérent, fiable, je vous le répète. La transparence. Alors la transparence, on peut alerter le public, étiquetage, traçabilité, je crois que c'est quand même important. L'information au public et sa participation. Donc là, je crois que sur Agrippa, on a une participation. Je crois qu'on a tout. Donc voilà, ça a été publié en 1999. Aujourd'hui,
on n'en fait pas cas. Alors, je vais vous avancer un petit peu. Juste sur des choses que je fais qui m'intéressent, j'ai écrit un petit papier sur la sécurité du complément alimentaire, sur les faits et les réalités, puisqu'il y a beaucoup de controverses sur ce sujet-là. Alors, complément alimentaire, c'est quelque chose qui a été inscrit, un mot un peu barbare, qui a été inscrit au niveau européen, pour essayer de traduire le mot anglo-saxon et avoir quelque chose. Donc, c'est déjà des fois mal interprété. Bon, ça permet d'avoir un mot, de parler tous de la même chose. Et vous voyez, dans le complément alimentaire, il y a une évaluation du risque, il y a un management du risque, il y a une communication des risques. Donc, c'est appliqué. Alors, comment on fait? Vous voyez ici, la toxicologie, quand on voit l'augmentation du risque en fonction de l'apport de n'importe quoi, d'un nutriment, d'un médicament, d'un toxique, eh à un moment, on le rencontre. Et vous voyez qu'on arrive à définir une limite avec les pointillés. Alors, cette limite, c'est important. C'est la limite supérieure qu'il ne faut pas dépasser. Et cette limite permet de gérer le risque. C'est-à-dire, on peut dire, on va essayer d'être en dessous de cette limite. Donc, les compléments alimentaires, on gère le risque comme ça. Donc, effectivement, c'est déjà pas si mal que ça. C'est comme le médicament. Alors maintenant, les compléments alimentaires, quand on regarde les vitamines et les minéraux, c'est le même graphe, sauf qu'il y a à gauche l'histoire de la carence. Quand on s'est aperçu qu'on ne prenait pas des vitamines, vitamine C par exemple, il n'y en avait pas assez, on avait un risque qui augmentait. Donc on est entre le risque de ne pas en prendre, des carences, et le risque d'en prendre trop. Donc il faut trouver un petit peu les frontières symbolisées en jaune où on va se balader ici. Donc, vous voyez, il y a des réflexions qui sont faites. Et effectivement, tout le monde est à peu près d'accord sur ces frontières jaunes, mais chacun, en fonction des preuves que l'on a, les preuves scientifiques, c'est-à-dire qu'on va accorder plus ou moins d'importance à certaines données scientifiques. Donc ça, c'est effectivement difficile à mettre en œuvre selon la qualité de la donnée scientifique. Mais la qualité de la donnée scientifique, ce n'est pas d'être publié dans Nature. La qualité de la donnée scientifique, comme le disent le prix Nobel, c'est que c'est elle qui sera, dans 20 ou 100 ans, utilisée par d'autres pour construire la science. Je suis aussi éditeur d'une revue scientifique qui s'appelle Cellulaire Moléculaire Biologie, qui ne s'occupe pas du tout de ces impact factors, de ces choses comme ça. Donc voilà. Transparence vis-à-vis du public et de l'association au public, je crois que c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on a essayé de faire partout, que ce soit dans des actes de colloques internationaux, que ce soit dans cette revue où effectivement les auteurs peuvent choisir eux-mêmes leurs évaluateurs. Donc on vérifie que les évaluateurs sont de bons évaluateurs. Et puis dans le CRCM, c'est nos rencontres à Poitiers qui se font. Je remercie Chantal de m'avoir convaincu à venir ici parce que effectivement, je crois que je pense comme vous, voilà. Et puis je voulais finir par ce bilan là qui vient juste d'arriver en octobre 2009, bilan sur le principe de précaution qui a été fait au Sénat et à l'Assemblée nationale. Donc c'est pour une fois que c'est transparent. Donc on essaie de réfléchir qu'est-ce qui se passe après ces 4 années après l'application de la loi 2005. Bon. Je vous laisserai lire, prendre connaissance de ce document. J'attire un petit peu votre attention sur l'OGM Monsanto 810. On pourra peut-être en discuter un petit peu plus avant. Et le principe légitime que je vais défendre là, c'est effectivement, on n'a peut-être pas recherché pourquoi le Monsanto 810 et là, on n'a pas été très actif en disant en Europe de dire pourquoi on ne pousserait pas nos propres recherches pour essayer de comprendre plus. Voilà. Alors bon, je sais qu'il y a un risque environnemental quand même qui est chez nous, que les Américains n'ont pas du tout tenu compte. Et puis la firme Monsanto est quand même pas, en termes d'éthique, une société qui doit faire ses preuves aujourd'hui. Donc voilà. Précaution, alors je finirai précaution, incertitude du risque, vous voyez, c'est un peu... je préfère parler de cette manière. Prévention, ça c'est des risques avérés, on les connaît, ça n'a rien à voir ensemble. Et puis principe, prudence, éthique. Je crois qu'on est dans le... Je crois que c'est votre philosophie. Merci à tous et puis...